toujours un moment un peu surprenant de s'entendre dire à propos de Jacques de Decker qu'on lui succède. Je me souviens que la dernière séance de ce cycle qu'il a animé pendant longtemps, le vendredi à midi, qui s'appelait les 12 coups de midi, certains peut-être y ont assisté. C'était un échange avec lui, j'étais son invité, et c'était la toute dernière fois. La pandémie a exigé la fermeture des lieux publics le lendemain, et un mois après, il était mort. Donc vraiment, j'ai l'impression de revenir ici et qu'on m'annonce quelque chose que je sais depuis 1 an et demi, mais qui pourtant est tout neuf, parce que c'est une sorte de reprise en main d'un fil d'or, je pense, d'un fil invisible, mais qui me rattachait à cette œuvre. Certes, si je parle de Jacques de Decker en 2 mots, ce n'est pas parce qu'il était un poète, il était beaucoup de choses, mais pas ça. Et je pense qu'à un certain niveau d'intensité des relations, d'un certain niveau de présence d'esprit, d'éclat lumineux de l'esprit appliqué aux choses de la vie, est déjà une source poétique. Et ce que nous allons essayer de voir ensemble aujourd'hui, c'est comment la poésie s'écrit et si une vieille parole qui a commencé pour la littérature française il y a plus de 1000 ans se poursuit à travers une écriture d'aujourd'hui, mais une écriture de toujours. Il faut bien reconnaître que l'écriture poétique, c'est-à-dire le poème, le livre de poèmes, la tradition poétique, est occultée par un certain nombre de fausses pistes. J'ai été personnellement frappé lorsque j'étais au collège et au lycée et qu'on y enseignait censément la poésie, par l'espèce de modification qui était en train de se produire. Nous avions encore sur notre table des anthologies de la poésie, où toute une série de grands noms, à tort ou à raison, s'y trouvaient. Et en même temps, nos professeurs participaient, peut-être contre leur gré, à une grande opération qui consistait à dévier le regard poétique, dévier l'apprentissage que pouvaient avoir des jeunes gens de ce qu'était la poésie et ce qu'étaient les poètes, au profit d'une considération selon laquelle peut-être tout était poésie, toute écriture qui avait un certain allant appartenait déjà à l'écriture poétique, et c'était le moment où on essayait de nous faire croire que les chanteurs de l'époque étaient des poètes. Et on nous faisait apprendre, je ne sais pas, un texte de chanson de Brassens en disant « voilà, c'est ça la poésie aujourd'hui ». Mais certains, dont j'étais, avaient été en état de méfiance par rapport à ce discours, à cet enseignement. Parce que, sans doute, quand on est attentif au monde, quand on est lecteur, quand on est curieux, quand on a une certaine sensibilité, les signaux poétiques ne sont pas uniquement dans les livres constitués avec des vers, ils sont déjà dans d'autres domaines de l'écriture et peut-être dans d'autres domaines de l'expérience personnelle. Je me souviens de la première fois que j'ai lu L'Aiguille creuse, cette histoire d'Arsène Lupin, où on découvre que Arsène Lupin a un repère en Normandie à Étretat. Je ne vous dévoile pas l'ensemble de cette histoire, etc. À un moment donné, un chapitre finit, et j'avais sans doute 11 ou 12 ans quand je l'ai lu, un chapitre finit par « l'aiguille était creuse ». Et ce mot, qui reflète ce qui était déjà annoncé dans le titre, mais il y a une série de fausses pistes qui ne permettent pas de savoir de quoi il s'agit quand on a vu que le titre. Ce mot, pour moi, cette phrase, cette fin de chapitre, a été bouleversante. Elle me disait en substance, regarde ce que les mots disent et tu vas voir l'autre côté du miroir. C'est ça, d'une certaine manière, cette indication qu'en lisant, on pouvait recevoir des messages qui n'étaient pas que des messages de communication directe, qui n'étaient pas que
des informations directement captées par le vocabulaire, mais qui étaient des indications biaisées qui nous disaient d'aller voir derrière les apparences. Et donc, lorsqu'on entend un professeur nous lire, je ne sais pas, un texte de Georges Brassens, pour prendre cet exemple-là, du genre « Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon d'un air malheureux ma souris », etc. Quelqu'un qui attend de la poésie une révélation, hein, voit tout de suite que la poésie n'est pas là du tout, que sans doute c'est joliment raconté, que c'est joliment versifié, mais qu'il n'y a aucune épaisseur. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon. Ça veut juste dire, elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon. Il n'y a pas d'arrière-plan, il n'y a pas d'ouverture au monde, il n'y a pas ce qu'on souhaite tous, c'est de comprendre enfin, comme toute l'âme d'enfant qu'on a gardée nous le demande, de comprendre enfin ce qui se cache, quel est le secret des adultes, quel est le secret du monde. Et parallèlement à ça, vous pouvez voir des poètes dans nos anthologies. Certains semblaient présenter le même caractère décevant que pouvait présenter, mettons, le texte d'un auteur de chansons, même de talent. Hein, je pense par exemple à Lamartine, qui est un homme admirable, qui a écrit une très belle langue, qui a eu une belle carrière politique et qui était certainement très sympathique, mais quand il dit « Un soir, t'en souviens-t-il, nous voguions en silence », ça veut juste dire « Un soir, t'en souviens-t-il, nous voguions en silence ». Il n'y a pas derrière ça quelque chose en plus, l'espèce de fragmentation de la lumière qui fait qu'on commence à voir. Et parallèlement à ça, il y avait d'autres poètes que les professeurs mettaient sous le même plan, mais qui n'étaient pas du tout sous le même plan, et qui tout d'un coup, à l'évidence, tout de suite, nous disaient quelque chose. Par exemple, dans un poème très simple de Verlaine, que vous connaissez tous, les refrains longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone, tout suffocant et blême quand sonne l'heure. Moi, quand j'ai entendu ça, j'étais bouleversé, parce qu'il aurait fallu vraiment être bouché à l'ébris pour ne pas voir que, d'abord, le suffocant est dans le rythme même, tout suffocant, hein, les gutturales, et blême-quand, mais aussi dans la coupure, blême-quand sonne l'heure. Hein, mais en plus de ça, il y avait tout de suite l'indication du mystère central de toute vie. Hein, quand sonne l'heure, mais quelle heure? On a l'impression qu'il ne s'agit pas d'un clocher bien précis, mais de l'espèce de sonnerie du clocher du destin, de quelque chose qui est presque de l'ordre du secret des êtres. Hein. Tout suffocant et blême quand sonne l'heure, Verlaine ne nous dira pas de quelle heure il s'agit. C'est à nous à sentir que quelque chose, pour chacun de nous, est à un moment donné prêt à sonner l'heure. Et ça, cette chose-là, cette différence qu'il y a entre une prose versifiée, même brillamment, et un poème, c'est-à-dire le moment où la fragmentation de la lumière se produit, c'était pour moi la découverte que la poésie existait et qu'il allait falloir écarter les faux semblants. Et je ne dis pas faux semblants dans un esprit de mépris. Je n'ai évidemment rien contre Brassens ni contre Lamartine, mais disons qu'il faudrait chercher ailleurs. Cet ailleurs, il était soigneusement caché par l'énormité ou l'immensité des auteurs, des livres, des noms, à travers lesquels il allait falloir circuler, hein, sans GPS véritable, car qu'est-ce qu'on sait à 13, à 14 ans, à 15 ans de la poésie? Quel lecteur est-on? Hein, quel savoir a-t-on? Il faut vraiment naviguer, avancer dans l'obscurité d'un grenier avec une sorte de lampe de poche virtuelle pour commencer, avec un pinceau de lumière, à percevoir certaines choses qui se détachent et d'autres qui résistent. Pendant très longtemps, avant que réellement les noms essentiels de ce qui me paraissait la poésie telle qu'on pouvait l'enseigner, qui était issue de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle pour ce qu'on en disait de plus précis. On a sans doute consacré à la fin plus de temps à la poésie symboliste, par exemple, qu'à la poésie des poètes de la Pléiade de la Renaissance. À la fin, j'avais parfois l'impression qu'on tournait en rond, qu'on devait gagner, mériter, par une longue attente, d'accéder réellement aux grands poètes ou aux émotions véritables de la poésie.
et que pour ça il fallait débroussailler le terrain. Alors que dans le même temps, il arrivait qu'un roman, que la prose, que des choses qui n'étaient pas catégorisées poésie, nous disent l'émotion poétique. Je me souviens du premier Sherlock Holmes que j'ai lu, et où, outre le fait que ce rapport de l'ombre et de la lumière entre cette espèce de magicien du sens qui est Sherlock Holmes, qui est plutôt un métaphysicien qu'un policier, qu'un enquêteur, mais dans une traduction qui n'existe plus maintenant, dans une vieille collection qui traînait dans ma famille, à un moment donné, on dit à propos de Holmes qu'il penche soudain son blême et froid visage. Je me souviens de la proximité de ces trois mots, blême et froid visage, avec cette espèce d'inversion, hein, pas son visage pas l'effroi, mais blême et froid visage. Et j'ai été ébloui. Tout d'un coup, il me semblait qu'en disant blême et froid visage, l'auteur, ou plutôt le traducteur, parce que c'était une trouvaille de traduction, nous faisait voir quelque chose. J'avais des oncles, des tantes, des voisins, etc. Certains étaient pâles, certains penchaient leur tête, mais tout d'un coup, avec cette formule-là, je voyais l'intelligence lumineuse se pencher avec le visage aigu de Socrate, tirant le fil du sens. Et pour moi, c'était une émotion poétique. Et encore aujourd'hui, je vous en donne un petit exemple, dans des auteurs de prose que j'aime bien, à commencer par Proust, très souvent, ce que je vois, ce qui fait sens, ce qui est peut-être plus fort même que l'histoire qui est racontée, c'est la machine poétique, l'espèce de deux à deux des jours qui se manifestent à travers des émotions. Quand Proust décrit un tuyau d'arrosage abandonné dans un jardin et qui dit que ce tuyau est un serpent capitonné par l'humidité qui l'entoure et qui a une couleur verte, tout d'un coup, on voit non seulement assez bien ce tuyau d'arrosage, mais on voit l'Éden, la dimension édénique du jardin dans lequel ça se passe. Là, quelque chose se met en place qui est de l'ordre de la poésie. Dernièrement, je relisais un des plus beaux livres en prose que je connaisse, qui est ce fragment d'autobiographie de Vladimir Nabokov, vous savez, l'auteur de Lolita. Nabokov, qui était un homme issu de la très grande bourgeoisie russe de l'époque tsariste, et qui va d'ailleurs filer à la fin de 1917 et se retrouver exilé pour toujours, d'abord en Europe puis en Amérique, a écrit sur son enfance et sur la façon dont s'est constituée sa formation de poète, parce qu'il est romancier et poète. Il a écrit ce livre qui s'appelle en français Autre rivage, et en anglais, parce que c'est un livre écrit directement en anglais, Speak Memory, Parle mémoire, et où il y a toute une série de choses étonnantes. Et je vais vous en lire un petit passage avant pour nous mettre dans le bain et pour peut-être définir clairement comment la poésie peut se marquer dans l'écriture par autre chose que, disons, la versification, ou même si c'est une versification non rimée. Là, l'auteur, donc Nabokov, raconte qu'étant enfant en vacances à Biarritz, il rencontre une petite fille de son âge, il doit avoir 8-9 ans, et dont il est amoureux, qui s'appelle Colette, qui est une Parisienne, et qui a un petit chien qui se promène partout sur la plage. Et il déplore en même temps que le nom de ce chien, parce qu'il écrit cette histoire 50 ans plus tard, le nom de ce chien lui échappe, alors qu'il revoit beaucoup de choses. Et il finit son chapitre comme ça, au moment de partir. Parmi les babioles achetées comme souvenir à Biarritz avant de partir, ce que je préférais, c'était pas le petit taureau en pierre noire, ni non plus la conque marine sonore, mais quelque chose qui à présent me paraît presque symbolique, un porte-plume en écume de mer, présentant un tout petit œilleton de cristal dans sa partie ornementale. On tenait cet œilleton tout près d'un œil en fermant l'autre, et quand on était plus gêné par les reflets de ses propres cils, on pouvait voir à l'intérieur une miraculeuse vue photographique de la baie et de la ligne des falaises aboutissant à un phare. Et il m'arrive à présent quelque chose qui me ravit. Le fait d'avoir recréé ce porte-plume et le microcosme dans son œilleton encourage mes mémoires à un dernier effort. J'essaie à nouveau de me rappeler le nom de la chienne de Colette. Mais oui,
le long de ces plages lointaines, sur les soyeux sables vespéraux du passé, où chaque empreinte de pas s'emplit lentement d'eau couleur coucher de soleil. La voici qui vient, oui, le voici, éveillant les échos et vibrant. Floss, floss, floss. C'est-à-dire que, à travers un circuit de la mémoire, tout d'un coup, il voit quelque chose que nous avons tous vu, un chien qui court, qui enfonce l'espèce de dessin de fleurs de ses pattes dans le sable mouillé. Et puis, au moment où il entend ce bruit spongieux dans sa mémoire et qu'il voit l'eau de la marée montante qui recouvre ce trou créé, il réentend, comme si c'était la prolongation du bruit et de la fleur de sable qui se dessine, il réentend la voix de la petite fille perdue de vue depuis 50 ans et qui appelle son chien Floss. Et le bruit, la vision, la sensation et le nom lui reviennent en même temps, Floss, Floss, Floss. Ceci, je ne vais pas en faire une théorie, et de toute façon, on pourrait parler longuement d'Nabokov, qui est un très grand écrivain de la mémoire et de la vision. Ceci nous montre, rapidement, car il faut aller vite, j'ai promis aux organisateurs d'être bref, nous montre que la poésie n'est pas contenue dans des livres estampillés poèmes, ou pas exclusivement dans les livres estampillés poèmes. Admis le fait néanmoins que la poésie, au sens traditionnel, celle qui s'organise en strophe en vers, a un avantage merveilleux quand il s'agit de poésie véritable, de grands poètes, c'est qu'elle est mnémotechnique. C'est-à-dire qu'il est plus facile de retenir des vers rimés à prosodie régulière que par exemple des strophes longues et sans organisation prosodique classique, telles que par exemple les odes de Claudel, qui sont des très grandes choses poétiques, mais qui retiennent moins la mémoire. Car, une chose qui m'a frappé très vite et qui a joué un rôle toute ma vie, connaître des poèmes par cœur, c'est être accompagné par un tempo de la vie, j'ai envie de dire un tempo du cœur, qui se prête assez bien aux circonstances de l'attente, du voyage, de la promenade, etc. J'ai été frappé toujours à quel point le douk-douk du chemin de fer quand on est en train produisait, une fois qu'on a branché ça et moi là-dessus, des alexandrins. Je suis dans un train, j'entends tout, et ça se déclenche. Qui pleure là, sinon le vent simple à cette heure, seul avec diamants extrêmes, mais qui pleure, etc. Et je dois arrêter le flux, sinon tout le poème va sortir de moi, va se dévider, parce qu'il y a une espèce d'accompagnement. J'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup voyagé avec des poèmes dans l'esprit, dans la mémoire, dans la tête, et c'était un accompagnement magique qui se combinait avec d'autres choses, avec des émotions, avec des souvenirs, avec des pensées, de choses à faire, avec ses propres travaux, avec sa propre écriture, etc. Mais qui était une sorte de présence merveilleuse, à la fois du sens et de la musique, parce que la poésie et les deux ensemble, dans l'existence quotidienne. Parce que quand on dit voyage, quand on dit poésie, on pourrait croire qu'il s'agit de grands voyages initiatiques. Et je parle aussi du train entre je sais pas, la gare du quartier d'Opole et la gare d'Aix-en-Saint. Il n'y a aucune magie particulière à faire ça, mais le train produit ce déclenchement de la grande citation qui sort de soi parce qu'on l'a intégré puis on l'a restitué. Donc j'ai ainsi marché dans les villes, j'ai parcouru des paysages avec cette mémoire poétique et il m'arrive rarement de rentrer d'un moment à Paris et de gagner mon logement ou mon hôtel sans que, par exemple, je songe à un passage de la chanson du Mal-Aimé. Soir de Paris, ivre du gin, flambant de l'électricité, les tramways, feux verts sur les chines, musique au long des portées, leur folie de machine, des portées de rail, leur folie de machine. Et je suis parti dans la chanson du Mal-Aimé, et qui me donne à la fois le souvenir d'Apollinaire, la présence de Paris nocturne, le passé se mêlant au présent, et une espèce d'énergie électrique qui est dans les vers mêmes de la folie des machines, des tramways
que cite Apollinaire. Et tout ça, et le piéton de Paris qui était Léon-Paul Fargue, et les illuminations de Rimbaud, tout ça sont un accompagnement, un tempo non parfois mélancolique, mais généralement dynamique et joyeux et entraînant, qui compte beaucoup et dont chacun d'entre vous peut faire l'expérience et apprendre et se redire mentalement des vers qui nous ont éblouis. C'est quelque chose qui n'est pas anodin, qui n'est pas un phénomène de culture, je pense, qui est un phénomène de vie, un phénomène de gestion de la vie, de compréhension de la vie, d'amour de la vie. Toutefois, une chose parfois intervient en plus, quelque chose qui vient mettre cette dimension de doute ou d'hésitation sur cette expérience si singulière et si savoureuse de s'entendre dire, d'entendre résonner en soi la poésie, c'est qu'on a parfois l'impression que les grands poètes qu'on aime sont tous, et ce n'est pas qu'une impression, sont des poètes du passé. Certes, je suis ébloui par des poèmes de Verlaine ou de Rimbaud ou d'Apollinaire et d'autres encore, même moins connus, mais qui continuent à me frapper comme Anna de Noailles. Plus personne ne sait qui est Anna de Noailles, pourtant le feu, l'espèce de fou païen qui allait chez Anna de Noailles. Tu t'en iras de moi, jeunesse. La bouche pleine d'ombre et les yeux pleins de cris, je me rappelle, je te ramasserai d'une clameur si forte que pour ne plus entendre appeler de la sorte, la mort entre ses mains prendra mon corps meurtri. Il y a une espèce de palpitation comme ça de l'indignation à l'idée qu'on va vieillir, mourir, qui est chez elle toute singulière. Sans doute, il y a à côté des faux poètes dont on nous rebat les oreilles, il y a des vrais poètes qu'on ne lit plus et qu'il faudrait redécouvrir. Et un jour, si j'ai le temps, si j'ai l'humeur, je ferai une anthologie des grands poètes et des grandes poétesses à redécouvrir. Mais cette inquiétude qu'on peut avoir à l'idée que les poètes qu'on aime, les poètes qui vous transportent, les poètes qu'on a lus, qu'on relit, dont on se souvient, mais dont quelques vers vous manquent, et puis une relecture vous les remet en mémoire, et tout est nouveau, retrouvé, etc. Cette inquiétude repose sur le fait que ces poètes sont morts à la fin du siècle dernier, ou en 1918 de la grippe espagnole comme Apollinaire, ou dans les années 50 comme Claudel. Et puis, se dit-on parfois, surtout quand on voit l'extraordinaire Camelot comme il faut parfois sous le nom de poésie, on dit parfois, est-ce que le flux est tari? Est-ce que je suis condamné pour aimer la poésie et pour être transporté par elle à me tourner toujours vers le passé parce que le présent ne me donnerait pas la même chose? Cette inquiétude, je ne sais pas si vous la partagez parfois, mais cette idée que quelque chose de la grandeur de la création a tendance à baisser d'intensité, à s'effacer, à se taire, ou en tout cas à murmurer si peu audiblement qu'on n'est plus sûr que ce soit là. Et une inquiétude sans doute excessive, parce que de temps en temps, dans un passé plus récent, ou dans le jour d'aujourd'hui, dans notre actualité, des voix de poètes, des livres de poèmes, oui, dont le dépôt légal nous montre qu'ils ont à peine 6 mois, qu'ils ont à peine 2 ans, nous montre que non, c'est sans doute parce qu'il y a un brouillage des cartes qui fait qu'on cherche la poésie là où elle ne l'est pas, et on ne la cherche pas là où on pourrait le trouver, si on avait les bonnes indications. Mais où trouve-t-on ces indications? Disparaît cette inquiétude quand on ouvre des choses merveilleuses, littéralement merveilleuses. Et donc j'en arrive à ce qui pourrait être le cœur de la machine de cette petite rencontre d'aujourd'hui, c'est que j'ai la bonne fortune d'avoir trouvé récemment 2 poètes qui m'ont transporté. Et donc je vais vous dire quelques mots et vous lire peut-être quelques poèmes, et qui sont des poètes non seulement vivants, mais dont je peux attester l'existence véritable, parce qu'il se trouve que je les connais. Ils ne sont pas des poètes que j'aime parce que ce sont des amis, ils sont des amis parce qu'ils sont des poètes que j'aime, et que c'est à travers la poésie que j'ai senti naître pour eux une vraie attention, un vrai intérêt, une vraie amitié.
Le premier d'entre eux, et certes ma liste n'est pas limitative à 2 personnes, mais voilà ceux dont vous parlez aujourd'hui. Le premier d'entre eux s'appelle Jan Battens. Jan Battens est quelqu'un dont il faut que je vous dise quelques mots, pas biographique, mais en tout cas pour le situer un petit peu en 3 dimensions. Ce qu'on peut dire tout de suite de lui, c'est que c'est un universitaire, c'est qu'il est flamand, il enseigne à la KUL, et que c'est un auteur polyvalent, parce qu'il est aussi bien un linguiste qu'un analyste des images et des médias, et un très grand connaisseur des disciplines parallèles de la création, comme le roman photo, comme la bande dessinée, comme le slam. Mais à travers cette connaissance-là, se marque peu à peu le fait véridique, peut-être le plus important, c'est que si ces travaux universitaires sont parfois écrits en anglais, très rarement en néerlandais, toute son œuvre littéraire et poétique est écrite en français. Or, contrairement aux grands poètes flamands du XIXe siècle, qui étaient flamands si on veut, mais qui étaient en réalité de purs francophones, simplement qui étaient nés à Gand ou à Anvers plutôt qu'à Liège, mais qui en étaient pas moins totalement francophones, comme Metterlin, comme Maecott, comme Rodenbach, comme Verhaeren. Ici, il s'agit de quelqu'un qui, jusqu'à 20 ans, n'a pratiquement parlé et écrit qu'en flamand, et qui, à un moment donné, trébuche en quelque sorte sur une autre langue, se l'approprie, et peu à peu constitue dans cette langue-là une œuvre, qui maintenant est assez longue, puisque je pense que ses premiers livres doivent dater de plus de 35 ans, et donc il a maintenant une quinzaine de livres de poèmes et des essais littéraires à son actif. Et quand on lit à la suite et dans l'ordre chronologique ces livres de poèmes, quelque chose apparaît magnifiquement. C'est qu'il n'est pas seulement en train de construire une œuvre, il est en train de se construire une langue véritable, un écrit ou un langage véritable. Il y a, pendant tout un temps, il écrit magnifiquement pour un locuteur non natif, et puis à un moment donné, par une frontière invisible, il passe de l'autre côté et il se met à écrire dans une langue qui est totalement la sienne. Et le moment presque magique où la maîtrise du français, d'une prosodie poétique en français, un peu extérieure, devient l'intériorité pure, est quelque chose d'assez récent, et cette éclosion est assez éblouissante. Il se trouve qu'il y a, et je crois que ce n'est pas très révélateur d'un secret de le dire, il se trouve qu'il y a un an, Jan Battens a perdu la femme avec qui il vivait, avec qui il était marié, et il lui a consacré il y a quelques mois un livre qui s'appelle Après depuis, et qui est donc un livre de remémoration non sans lamento de ce que c'est la maison vide, l'absence ou la présence renversée de cette femme qui est disparue. Et ces poèmes sont extraordinairement simples, en apparence presque retenus, lissés, cachés, masqués, et d'une très forte teneur émotionnelle, comme cette dynamique, vous savez, qui est produit, qui est un explosif qu'on comprime, hein, et dont la compression augmente au moment où on la fait détonner la puissance d'expansion. Il y a quelque chose dans ces poèmes qui sont contenus comme une poudre, peut-être même une poudre radioactive, qui peut peu à peu éclater et devenir une force centrifuge illimitée. Je vais donner donc de ce livre quelques extraits qui vous donneront peut-être la curiosité de connaître les livres de poèmes et la poésie de Jan Battens. Je le vois en face de moi, il n'est pas ici, c'est une vision subliminale.
il y a quelque chose de très singulier. Je pense que les gens portent tout le monde porte sa vie et les auteurs, leurs œuvres sur leur visage. Le visage est non pas les traits singuliers et transitoires, mais le regard, l'attitude, à partir d'un certain moment, ils disent l'âme des gens. Il ne faut pas s'y tromper. Quand on rencontre Jan Battens, avec son visage un peu minéral, avec son grand corps carthaginois, avec ses lunettes très serrées sur le front et sur les yeux, ce qui frappe, cette espèce de très grande présence au monde et un temps de douceur. Là, si jamais quelqu'un a porté sur son visage, dans son regard, l'apparence véridique de la bonté, c'est lui. Il y a quelque chose qui nous dit par où la poésie sort de cet homme, c'est la bonté, quelque chose comme l'amour des autres et peut-être l'amour de la vérité qui sort. Et connaître personnellement, et si je peux dire physiquement, un poète dont on a découvert la valeur de la poésie par ailleurs, c'est un plus. L'un sans l'autre ne serait peut-être pas suffisant, mais la combinaison des deux donne une dimension émotionnelle supplémentaire. C'est-à-dire que lire un poète vivant qu'on connaît et qu'on reconnaît comme un vrai et grand poète, c'est la petite touche supplémentaire qui fait que l'émulsion mentale et émotionnelle se produit. Te voilà pour toujours qui a pris la pause, empêché de regarder derrière toi, de voir ce que tu n'as pas vu encore, de connaître le non-vu, le futur et la suite, de l'arrêt entre deux arrêts cochés sur la flèche verticale du temps. Certains peuples n'ont pas tort d'imaginer l'avenir et partant le destin, non pas loin devant, mais derrière nous, une flèche de noir profond qui rougit jusqu'à notre poitrine devant. Comment imaginer, car je veux voir ce qui glisse encore entre tes mains, l'une ou l'autre absente du tableau, et où chercher les mots pour nommer le blanc chagrin de ta peau et les couleurs qui te couvrent. Le manteau de couleurs qui te couvre entre phare et flamme, sang et cinabre de cette minérale vitruve, dit la vivacité. Dit que la vivacité se garde quand les ennuis sont à couvert, mais quand, dans les lieux exposés à l'air, aux rayons du soleil ou de la lune, aussitôt, elle se noircit, irrestaurable. Je vois dans tes yeux tes jours s'allongeant, comme l'ongle qui pousse contre ta chair, tes nuits, pierres tombées, tu les perds comme cailloux blancs le long d'un manège. Le galop des saisons pour finir ralenti te dépasse. Toi, plus lente encore, pour te laisser au seul été effroyable, demeure qui brûle tout du dedans. Maintenant que nouvel Orphée, ton pied s'est rendu immobile, il n'est plus temps de chanceler. Quand bien même tu me précèdes, toi qui m'as devancé dans la course. Ne tourne pas tes yeux, veille à ne pas me changer en moins que l'air, sans chance d'adieu. Arrêtons-nous ici, laisse-moi te dresser une tente et te regarder, sans que tu me regardes, sauf en pensée. Entre toi et moi, il y a devant moi cette image impassible de toi, comme si l'extrême urgence défaisait l'idée même de l'affliction et te conduisait vers tant de silence. Je m'interromps, c'est une longue laisse, mais c'est pour vous donner une idée de la variété. Enfant, dans la ville où j'ai grandi jour après jour, je longeais un mur de l'autre côté d'une rue pleine de fenêtres et de briques, grand mur de rien sans rien, diminuant d'année en année, mais en longueur seulement, et jamais rien derrière. Quand il va et vient, ce qui reste d'un souvenir n'est pas un reste de souvenir. Un mur et quelqu'un qui dort, et qui, pendant qu'il dort, ne cesse d'avoir sommeil. Et alors, il entre dans la maison vide, la maison pleine de présence de l'absence, et il décrit les petites choses de l'immédiateté de cette absence présente. Pour bâtir ta demeure, quand je m'y attarde, un instant a suffi. Les tiroirs ne sont pas vides quand je les regarde, les murs deviennent miroirs,
Les rues sont pleines de lignes et de poèmes sans parole. Quand de t'aimer encore il me tarde. Là, c'était une maison. À présent, un verre. La mousse est la même entre l'herbe et le verre. Brève et nue comme l'art et la vie, coupée de tout vaisseau et tissu conducteur, mes points privés du jour au calendrier républicain. Je ne cherche pas le symbole, je ne cherche pas la femme, je ne cherche que toi. Une armoire, parce qu'il n'y a pas plus grand qu'elle dans la maison, mieux remplie par une armoire que par une chaise ou un lit, que même vide elle est pleine, peu importe qui s'y tienne, cachée, entre époque et style, elle se referme en miroir. Une échelle penchée contre le mur, et contre la porte un balai. Sur la photo, une meule par degrés s'élève jusqu'au faîte, pas d'échelle sans squelette, barreaux comme bras ouverts, miroir d'une maison de poupée, image préservée, puisqu'imparfaite. Maison à vendre. On devine dans ces titres quelque chose. Il y a l'histoire au-dessus, la maison, le départ, la mort, l'attente à oxygène, la disparition, puis la maison avec plein d'objets, et puis cette notation comme un titre mis en parenthèse en dessous, maison à vendre. Un jardin qui est une maison, c'est un cimetière, c'est aussi le jardin d'Éden, d'avant les noms et les places, pour chaque chose à venir. Et pourtant, j'aime les murs de mon jardin, ils m'aident à ne plus voir la maison. Je veux conclure, Hortus conclusus. Quand je dis à nouveau, c'est encore du passé que je parle. Je ne dors pas le sommeil des morts. Le sommeil se lève 2 fois par nuit. Il oublie de réveiller le dormeur au lit. Qui rêve en cachette à la machine aux bluettes? Qui se rappelle à notre bon souvenir le dormeur, son rêve, un désir mort de rire? Sommeil appelle sommeil, nouveau sommeil. Rêve chasse et perd sa place, c'est pareil. Le sommeil ne sait pas dormir, le rêve ne sait plus rêver. Je ne veux pas user l'espèce de frémissement que je ressens en tournant ces pages et en captant quelques poèmes, en lisant trop, surtout qu'il n'est pas du tout assuré que je les lise bien. Mais je voulais vous en donner une indication, une idée. C'est difficile à décrire ce que met en branle cette poésie-là. Poésie qui dit toujours un peu explicitement au début, et puis qui s'arrête et qui coule dans l'allusif, qui s'interrompt pour laisser une sorte de vide, de béance qu'il va falloir remplir, nous, à la place. Donc, cette maison, cette absence, cette mort, ce regret, ce jardin, ces armoires, tout ça nous sont donnés juste assez pour qu'ils prennent forme. Et puis après, l'apparition devient lyrique et la description passe au second plan. Et on avance dans... c'est une sorte de visite guidée dans l'absence présente dans la mémoire. On ne sait pas si on nous décrit le présent ou le passé. Il y a quelque chose de fantomatique. Mais le fantôme, ce n'est pas celui qui parle, c'est son émotion qui porte sur un être qui n'est plus et qui pourtant est terriblement là. C'est un livre de deuil, mais c'est un livre aussi de persistance de la sensibilité, de la sensation, de la mémoire et de l'amour. Et c'est sur cette crête très fragile que le livre, qui n'est pas très long, mais qui comporte quand même pas loin de 60 poèmes, que ce livre progresse et déploie un petit peu ses antennes, ses moustaches du tigre, je ne sais pas ce qu'il faut dire, en tout cas, c'est certains animaux marins ont des choses qui ne sont pas des tentacules, mais des fibriles comme électriques qui circulent et qui captent les objets de la mer. C'est quelque chose comme ça qui se déclenche ici. Et on n'imagine pas Battens, poète de Louvain, universitaire,
caché dans ses livres, dans ses travaux, dans ses étudiants, dans ses mémoires, dans ses colloques, dans ses conférences. Je ne l'imagine pas sans ces moments sans doute fréquents où tout d'un coup on croit qu'on voit encore à l'intérieur, de l'extérieur l'universitaire, le corps présent, la Flandre incarnée, la gentillesse ombreuse, et quelque chose s'est mis en place, quelque chose compartimente, et tout d'un coup ce n'est plus la raison qui parle, c'est l'extrême sensibilité qui se sert de sa raison, de l'intelligence, de la maîtrise du langage, pour dire des choses relativement minuscules. Le minuscule, c'est le nom du grand secret, comme ce que vous disiez au début, en disant mon premier choc poétique, c'est quand dans un Arsène Lupin, j'ai vu que l'aiguille était creuse. C'est que toute forme de secret que la poésie retrouve et décrit et relance et dessine, et que le labyrinthe a un centre, que l'aiguille est creuse et cache le secret, et que nous sommes peut-être davantage mus par une espèce de curiosité émotionnelle que par une réalité freudienne. Au pansexualisme de Freud, un poète véritable, propose un pan, un tout curiosité, un tout désir de captation, un tout énorme attente de savoir si on peut passer à travers pour voir la même chose, mais par l'arrière, par l'endroit où le sens, ou la machinerie, la malice des choses et peut-être la douceur des choses se trouvent. Comme tout dans un film relativement raté mais intéressant, alors que c'était un vrai poète, mais un vrai poète qui parfois essaie des choses qui ne fonctionnent pas. Dans un film qui s'appelle Orphée, montre que les agents de la nuit, les agents de la mort viennent chercher les vivants condamnés aux enfers, condamnés à la disparition, à travers les miroirs, et passent à travers les miroirs, que les miroirs sont les portes entre le monde d'ici et le royaume des ombres. Mais quelque chose au-delà de cette dimension symbolique et visuelle à la fois, quelque chose de là est vrai, c'est que les émotions qu'on ressent à travers la poésie, on les reconnaît parce qu'elles sont ceux qu'on a déjà perçus, mais qu'on a oubliés, dont on a pensé qu'elles n'étaient pas tout à fait les émotions véritables, que comme elles n'avaient pas de nom, elles ne comptaient pas, que sans doute on avait rêvé, que peut-être ça n'existait pas tout à fait. Ces choses impalpables et pourtant si présentes. La poésie, dans ces mêmes moments, nous dit que c'est cet impalpable qui avait raison, que ce n'est pas que ces choses n'avaient pas de nom, c'est qu'elles n'avaient pas encore de nom, ou pas encore de musique, ou d'image, ou de rythme, ou de prosodie pour le dire, et que peu à peu, la racine des choses, la racine ouverte des choses allait apparaître. Un autre poète, le deuxième poète dont je voulais vous parler aujourd'hui, et je jette un coup d'œil pour savoir si j'ai déjà grillé toutes les cartouches de temps qui me sont attribuées. Il me reste ni plus ni moins le temps de parler de ce deuxième poète. Et quelqu'un que peut-être vous ne reconnaîtriez pas tout de suite, parce qu'il a, comme tous les poètes, les malices de dissimulation. Il exerce un métier, disons, d'agent opérateur pour une association d'éditeurs. Il manipule les dossiers, manipule les programmes informatiques, il les enroule comme si on le surprenait dans l'intimité, on le verrait rouler avec les doigts de très fines cigarettes qu'il fume, ou qu'il fait semblant de fumer. Et c'est un homme de 55 ans, ni grand ni petit, extrêmement réservé, et avec un éclat qu'il ne dissimule pas, en général très bien, mais qui parfois scintille dans le regard, avec une voix
pleine de nuances, qui m'a frappé à quelques occasions et qui sans doute réveille en écho une triple détermination linguistique qui tient au fait qu'il est originaire du Québec, qu'il est résolument français et qu'il habite à Liège. Et ces trois aspects-là, évidemment, provoquent des petits entrechoquements d'intonation et donc de sens. Et puis, à travers, si on passe ces premières couches, si on enlève ces premières épaisseurs de pelure d'oignon, on arrive tout de suite à l'essentiel, c'est qu'il montre rarement dans des revues, dans des petits recueils collectifs, certains poèmes qu'il a écrits, et alors tout de suite, au cœur, le choc. Mettez-vous à la place d'un lecteur innocent, pressé, méfiant, moi, hein, qui jette un coup d'œil en disant « Oh, des poèmes, sauf qui peut », et puis qui les lit, d'abord dans le tram, puis chez lui, et qui se dit d'abord « mais c'est bien », et puis c'est très bien, et puis qui d'un coup ne se dit plus « c'est très bien » ou « c'est très très bien » ou « c'est formidable », qui est pris dans le flux d'une poésie qui, à mon avis, est toujours une poésie d'amour, mais à travers des signalisations du quotidien. Je vais vous en lire quelques-uns. Cet homme, donc ce poète, dont j'ai essayé de vous décrire de l'extérieur l'apparence physique qu'il a revêtue, comme dans l'Antiquité, les dieux entourent leurs ailes d'un manteau pour se faire passer pour des humains, s'appelle donc Thierry Orgedin. On oubliait d'éteindre les miroirs, nos clés sur la table de nuit, on oubliait de froisser les draps, on ne respirait plus pour ne pas réveiller les hommes pendus dans le placard. La nuit et ses porte-manteaux, la ville et ses échafaudages, tes pas de neige sur la moquette et l'ombre que j'appelle par ton nom. Tout ce qui vit dans l'épaisseur des murs, les corridors truqués, la lueur des veilleuses, la menace des papiers peints, les ascenseurs qui filent, les lavabos en panne, les yeux luisants de bêtes tapis dans le couloir, nos chutes au ralenti, dans la cage d'escalier, les meubles qui se sont déplacés tout seuls pendant la nuit, les meubles aussi sont vivants. Les fantômes sont contagieux, mais ce n'est pas une maladie mortelle et j'aime leur compagnie. Tu vois, les cravates marchent toutes seules à la sortie des cinémas. Le malheur passe, le malheur est mesquin. Il a les mains crispées sur son petit sac noir. Les somnambules titubent sur l'arête des toits. Même ivre, il continue d'avaler la nuit rouge. Les mannequins s'éveillent dans les vitrines, tandis que la ville lance ses fauves banalisés dans le transport en commun. Encore une fois, dormir encore. Il y a longtemps que la nuit n'est plus noire. La lampe faisceau balaye le ciel de son pouls régulier. La tente est seule dans la tente. Les écrans neigent dans les bureaux. Les écrans veillent même après notre mort. Toi aussi, tu marchais très vite, sans regarder le fleuve noir des taxis qui m'emportaient, dans la nuit de bureaux vides et d'hôtels, vers des terrains toujours plus vagues. J'avais perdu le sens de l'aventure. J'aimais le mot rétroviseur et tout ce que je n'y verrais qu'une fois. Le précipice des grands boulevards, la fenêtre allumée au milieu des fenêtres éteintes, reflets tremblés, gifles de phares éblouissants, serpents du métro aérien, je les conservais dans ma fuite, avec ta robe, avec ton air perdu. On n'oublie pas la lumière d'une chambre ni les inclinaisons du jour, le nuancier follement beau des averses et la danse qu'elle fait sur les murs. L'orange acide des jupes éclairs, le poivre et le safran des joues contre la paume des oreillers. Ma rouquine funambule, tu le savais combien j'aimais tes accents graves et tes accents aigus quand on se rendormait dans le lait du matin. Très vite, c'était très lentement, jusqu'à l'éclair, la foudre blanche des étoiles. Plus tard, tu voulais prendre l'air, nous traversions le grand parc flottant sous la lune, fantômes en visite parmi d'autres fantômes à l'aube. Les statues regagnaient leur socle.
Bonjour, bonsoir. J'embrasse encore tes passages cloutés, nos cinémas permanents. Bonjour, bonjour, bonsoir. J'embrasse le télégraphe des cordes à linge, nos gants perdus dans l'autobus, l'automne plié sur l'oreiller et le feu du froid sur tes joues. Bonjour, bonsoir, le sommeil nous a dévêtus, la nuit est couchée sur tes mains, chaque minute enjambe un abîme. Alors, mon amour, attention, où la petite souris viendra voler nos dents. Rhodoïde, bakélite, ces mots désuets du temps où le plastique était désirable. J'aimais tes bijoux modestes quand nous voyagions dans le temps. Le clip de métal, l'éclat de quartz à ton cou, liège, mica, velours et cantille. Le téléphone en ébonite sonnait interminablement à travers les années. Personne ne décrochait. Tu relevais tes cheveux avant de passer au salon. Les mots brillaient plus que les choses. En rien t'habillait. Sur le quai numéro 4 de la gare de Louvain, l'apparition du mot Louvain, sachant que Battens, dont je vous parlais avant, habite Louvain, a l'air de créer artificiellement mais délicieusement un raccord. Sur le quai numéro 4 de la gare de Louvain, le 8 août 2019, l'horloge indiquait 7h10 alors qu'il était 11h25. Vous voyez la malice d'une poésie qui commence par une notation presque prosaïque, mais ça ne va pas durer. Et la trotteuse tournait à l'envers. Je jure que je n'invente rien. Et je me demandais si le train que j'allais prendre, le dernier en partance, remonterait lui aussi le temps. Au petit jour, le jet de vapeur de la locomotive saluerait mon entrée dans la gare de Fonte et de Vers. Je descendrais du wagon à souffler et tu viendrais à ma rencontre sous ton ombrelle victorienne. J'aurais bonne mine avec mes vêtements futuristes parmi les hommes en redingote et à chapeau. Le présent du passé, ce serait ça d'abord. L'odeur de suie et de charbon, le poids troublant des matériaux, la raideur des étoffes, modifiant insensiblement notre maintien. Déjà, ce pays étranger nous aurait transformés, et je te demanderais, quand es-tu arrivé? Et nous ayons exploré la ville d'autrefois. Ces deux façons de circuler, les deux poèmes dont je vous ai donné un trop bref aperçu, Yann Battens d'une part, Thierry Orgelin d'autre part. Ces deux façons d'aborder le passé, la mémoire, les instants précieux perdus dans la vie et conservés dans la dynamique de la mémoire. Dans le premier cas, évidemment, ce n'est que quelques extraits d'un seul de ses livres le plus récent. Dans le cas de Après, Depuis de Yann Battens, c'est le passé tout à fait récent, encore vibrant. On a l'impression que la fumée de la cigarette d'une vie s'élève encore dans la pièce, même après que le mégot a été éteint. Il y a quelque chose qui est immanent parce que la disparition n'a pas eu tout à fait l'occasion de s'accomplir et que la vie mentale, la vie des images, la vie des souvenirs, la vie des émotions résiste à son effacement programmé. Dans le cas du souvenir, de la mémoire, du dispositif de la mémoire, dans les quelques poèmes de Thierry Orgelin que je vous ai lus ensuite, la mémoire n'a pas à conserver l'ineffable disparu parce que cette disparition n'a pas eu lieu. Cette histoire d'amour est racontée au passé, mais elle a une petite connotation, une espèce de code-barre de l'existence qui se maintient. C'est le passé récent du vivant et pas le passé récent de la mort qui est en jeu. C'est clairement, évidemment c'est une sélection rapide que je vous ai faite d'un ensemble plus long, c'est clairement des portraits, des portraits souvenirs de moments d'une histoire d'amour. On ne sait pas laquelle, mais on sent la présence des hôtels, des chambres de rencontre, des adieux, du taxi qui s'éloigne, du rétroviseur qui montre ce qui n'est déjà plus là jusqu'à nouvel ordre, et chacun regarde s'éloigner de l'autre. L'un regarde le taxi, l'autre regarde celui qui regarde le taxi dans le rétroviseur. Ah, donc, le processus est en cours. Et pourtant, il y a cette terrible musique de la dernière fois, ou si c'était la dernière fois, où chaque fin de moment d'amour
et peut-être la dernière fois de tous les moments d'amour, il y a quelque chose qui est en jeu, qui est en cours, mais qui est un combat douteux. Et cette espèce de risque, la poésie, là, telle que je vous l'ai lu, le capte très bien. Je vous citais en commençant ce petit extrait du poème de Verlaine, tout suffocant et blême quand sonne l'heure. Je me souviens des jours anciens et je pleure. On ne peut pas trouver plus simple et pourtant plus violemment poétique que ces vers. Quelque chose de cette dimension, je ne veux pas dire verlainienne, mais en tout cas de l'heure sonne de quelque chose à la fois de merveilleux, de terrible, qui peut-être est la dernière heure qui sonne, est présent et donne une espèce de fragilité ou de caractère éphémère à ce qui pourtant dure et qui pourtant est capté dans ces poèmes comme dans des blocs transparents du temps. Voilà ce qu'on pourrait dire pour ne pas lasser un auditoire qui, je l'espère, reviendra, puisque la prochaine fois, si vous me faites confiance, j'essaierai d'aborder un autre aspect, c'est où se cache la poésie, pas seulement dans les livres. Qu'est-ce que c'est l'expérience poétique dans la réalité? Est-ce qu'on peut produire cette expérience poétique ou simplement la reconnaître quand elle se produit? De cela et de quelques petites autres choses, j'essaierai de vous parler la prochaine fois. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous adresse mes amitiés poétiques. Et je dois vous dire qu'un des deux poètes que j'ai évoqués est présent dans la salle. J'ai reconnu malgré son sens de la dissimulation. Peut-être vous-même le reconnaîtrez-vous par les indications, les descriptions que j'en ai faites. Derrière. Les poètes, comme les cancres, sont souvent à l'arrière, à côté des poils. Mais pas pour les mêmes raisons.